Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'espace culturel de Pau avec Kurokawa. On est ici avec un public en délire qui est devant nous. Je recommence. On est ici avec un public en délire pour ce Kuro Fan Tour, ici pour parler des études pour travailler dans le manga. On est en live sur Twitch. Et on est aussi donc en live avec vous ici. Donc comment ça va se passer? C'est une discussion et une conférence en même temps sur les études pour travailler dans le manga. Vu qu'on est sur Twitch et que vous êtes présents, on aime bien que ce soit participatif. En tout cas, moi, j'aime bien que ce soit participatif. On représente donc Kurokawa, qui est une maison d'édition de manga qui édite entre autres Full Metal Alchemist, One Punch Man, Raman Akaneko, Pokémon, Oshinoko, etc. Et d'autres titres, et on verra d'autres. Et Spy Family, effectivement. Et on est là aussi pour vous rencontrer et discuter avec vous de notre métier et de ce qu'on fait et aussi des études. Et vous, sur le live Twitch, vous pouvez aussi participer en écrivant avec votre petite main les questions que vous voulez nous poser. Et Augustin, qui est derrière les manettes, se chargera de nous les poser. Mais vous, surtout, public, je vous mets aussi à contribution. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si je fais bien mon métier, c'est que je ne parle pas. Ça commence bien. Et donc, vous allez donc poser des questions à ma place à ces trois personnes. Moi, j'ai des questions que je peux poser aussi, mais ce sera aussi à vous, quand même, de poser des questions parce qu'ils sont à votre rencontre et ils sont là aussi pour discuter avec vous. On va quand même se centrer sur les études. Mais pour commencer, je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Agathe et je suis responsable commerciale des éditions Kurokawa. Donc en gros, je travaille avec un service dont notre but est nous faisons toutes les opérations commerciales que vous pouvez voir sur les mangas, par exemple 2 mangas achetés, un petit goodies offert. On accompagne aussi les lancements. Et on crée des collectors. Et nous faisons aussi des événements comme celui pour lequel vous êtes en train de participer actuellement. Moi, je m'appelle Jérémy, je travaille du coup au service commercial des éditions Kurokawa avec Agathe et j'ai la particularité d'avoir fait mes études juste en face à l'IPPA, voilà, meilleure fac du monde, vive Pau. Et plus spécifiquement, voilà, je me charge des opérations commerciales. Je gère aussi le stock de nos titres, toutes les réimpressions, pour faire en sorte que même si vous voulez acheter le tome 8 d'une série qui en compte 20, eh bien, que vous ayez la possibilité en rayon de les voir et qu'ils ne tombent pas en rupture. Et également voilà, les événements comme la mission Spy Family ou ce Kuro Fan Tour qui nous permet de venir à la rencontre du public. Et moi, c'est Mathilde. Alors, je suis chargée de coordination éditoriale. Donc, en fait, mon rôle va être déjà de trouver des mangas à faire publier en France et dans les pays francophones, et aussi de gérer tout le planning de fabrication, de production, donc avec les traducteurs, la mise en page, etc., et les différents services transverses comme le service commercial pour que les livres déjà sortent à l'heure et soient bien mis en valeur comme il faut. Et donc moi, je suis Flavien et je serai là pour animer cette discussion. Et à côté, je gère aussi les réseaux sociaux TikTok. Donc c'est moi qui les fais souvent danser, souvent à contre-cœur et avec joie surtout. Comme j'ai dit, j'ai des questions, mais les questions vont venir de vous. Donc moi, je vais commencer à lancer des questions. On va aller sur les études et comme leur parcours pour travailler dans une maison d'édition de manga. Donc à tout moment, il vous suffit juste de lever la main et puis je viendrai vous donner le micro. Comme ça, vous pouvez poser les questions. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Les questions bêtes, c'est moi qui les poserai dans tous les cas. J'avais peur que tu prononces pas ta phrase. Oui, c'est ma phrase fétiche. Il y a 2 phrases. Il y a celle-là, et celle-là, si je fais bien mon métier, c'est je ne parle pas. Ah, il y a déjà une question? Ah bah déjà, vas-y. Mais sinon, Il y a un micro qui arrive, pardon. Je t'ai fait un faux truc, je suis vraiment désolé. Ah bah bravo. Alors bonjour, je m'appelle Léa. Moi j'avais une question, c'est est-ce que vous vous destiniez à être ici et là, est-ce que vous vous destiniez à être à Kurokawa en fait, quand vous avez commencé vos études? C'est génial, première question, trop bien.
Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour ma part, oui. En fait, j'ai découvert le manga, ma génération, par le Club Dorothée et par les dessins animés qui étaient à l'époque. Et puis, il y a eu toute une période où c'était très mal vu, l'animation japonaise, et où c'était un petit peu en sous-main sur Internet, etc. Et c'est bien revenu au moment des années 2003-2004, avec notamment un petit ninja blond et un pirate au chapeau de paille, mais aussi avec deux frères alchimistes qui ont révolutionné le shonen en 2005, avec l'apparition du tome 1 de Full Metal. Et quand Full Metal est sorti en France, donc je ne connaissais pas encore Kurokawa parce que c'est le titre qui a lancé Kuro, mais tout de suite j'ai adoré ce titre pour des raisons très personnelles mais aussi de récit, et du coup ça m'a donné envie de m'intéresser à ce que faisait Kurokawa par ailleurs, et j'ai découvert d'autres séries comme Soul Eater, Saint-Seiya, Lost Canvas, etc. Et très vite, quand je me suis dit que je voulais travailler dans l'édition de manga spécifiquement, c'était chez Kurokawa. Donc si j'avais eu des opportunités ailleurs, je pense que bien évidemment je les aurais saisies. Mais un peu le rêve que j'avais en montant à Paris, c'était de bosser pour Kuro. Et maintenant c'est le cas, donc c'est plutôt chouette. C'est difficile de passer après lui. Moi, je me destinais pas forcément à ça. J'avais envie de travailler dans l'édition en général parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé lire de tout. J'ai plutôt commencé par la bande dessinée et un jour quelqu'un m'a mis Akira entre les mains et là je me suis dit ah mon dieu mais le manga c'est absolument fantastique, il y a des trucs extraordinaires et c'est vrai que Full Metal c'est aussi le premier animé que j'ai vu à la télé. Je pense qu'on est on doit être la même génération qui a découvert ce titre. Et c'est vrai que moi, ça n'a pas tant été travaillé forcément pour Kurokawa, c'était plutôt vraiment aller dans l'édition et plus spécifiquement sur la bande dessinée manga. Et un jour, j'ai vu passer une offre d'emploi en me disant c'est l'offre d'emploi de mes rêves, et j'ai postulé et j'ai eu de la chance que ça fonctionne. Et donc voilà. Et alors moi c'est un peu différent, c'est que je suis arrivée un peu par hasard, j'ai vu la lumière, je suis rentrée. Non, plus sérieusement en fait, j'ai fait des études de japonais et en fait en dernière année il fallait faire un stage en entreprise et je voulais travailler dans les échanges culturels entre France et Japon, donc c'était très large. Et en fait, en cherchant des stages, donc je cherchais, ça pouvait être en galerie d'art ou n'importe où. Et en fait, j'ai vu cette annonce chez Kurokawa. Et en fait, de voir l'annonce m'a rappelé qu'il fut un temps, j'étais très fan de manga et que j'avais mis en pause, je ne sais pas trop pourquoi. Et en fait, ça a ravivé un peu la flamme. Et j'étais là, allez, je tente. Et en fait, meilleure décision. Hein. J'ai pas regretté du tout. Je regarde s'il y a des questions. Trop bien, la première question, en tout cas. N'hésitez pas, tu as bien vu qu'il y avait des questions. Tiens, deuxième question, vas-y, trop bien. Moi, je suis content. Oui, alors moi, il y a des questions qui me viennent. Je préfère ne pas monopoliser non plus, mais du coup, je me demandais aussi un petit peu votre cursus, un peu plus précisément, genre les bacs que vous avez fait, si vous avez fait des études après, la fac de monsieur, etc., etc. Alors, du coup, le cursus depuis le lycée ou Oui, le lycée, j'ai fait un bac littéraire, option histoire de l'art. Donc déjà, j'étais vraiment dans le art-culture. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ensuite, j'ai fait une licence et un master en langue civilisation étrangère, option japonais. Donc déjà, de base, j'étais vraiment à fond Japon. Et en me spécialisant, pareil, dans l'art et la culture du Japon. Et du coup, comme je disais, je voulais vraiment être dans cet échange-là entre les deux pays en termes de culture et d'art. Et ça m'a permis, du coup, dans ce cadre-là, j'ai fait mon stage au service éditorial de Kurokawa et ça m'a tellement plu que dès que j'ai pu rester, j'ai saisi l'occasion et voilà, je suis là. Bien de mon côté, j'ai fait un bac ES, option sciences économiques et sociales, au lycée Jules Supervielle d'Oloron-Sainte-Marie, à 35 km d'ici. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une fac d'histoire à l'UPPA juste en face. T'es d'Oloron aussi? Ah, ok. Donc ensuite, j'ai fait une fac d'histoire à l'UPPA juste en face, donc j'ai fait une licence. Et donc une fac d'histoire, c'est très bien parce que ça développe ton esprit critique, ça t'apprend des qualités rédactionnelles qui sont vraiment importantes, notamment dans le monde d'aujourd'hui. Mais derrière, professionnellement parlant, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Et en fait, j'ai réfléchi à ce que j'aimais faire dans la vie en général, et il y avait lire des mangas. Et donc, j'ai pas fait
une maîtrise d'histoire, mais une maîtrise d'anthropologie historique, dans laquelle j'ai étudié le manga comme vecteur de la culture nippone en France. Donc je suis remonté vraiment des origines des estampes d'Okusai, etc., jusqu'à l'arrivée du manga chez nous. Et par ces études-là, j'ai été amené à interroger des professionnels, des libraires, mais également des gens qui travaillent dans l'édition. Et j'ai découvert en fait tout un panel de métiers que je ne connaissais pas. Pour moi, le manga, c'était le manga que je trouvais ici quand j'avais une heure de pause entre mes 2 heures de cours. Je venais lire mes mangas ici, mais je n'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait derrière. Donc ce mémoire-là m'a permis de découvrir ça. Et du coup, je me suis inscrit dans une fac à Saint-Cloud, un DUT métier du livre. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles spécialisées des DUT métiers du livre. Il y en a un à Bordeaux notamment, il y en a à Aix, il y en a pas mal en région parisienne, qui du coup nous forment au métier de l'édition, de la bibliothèque et de la librairie. Donc ça, c'était une année spéciale en 1 an. Et ensuite, j'ai fait un master en édition, vraiment pour me spécialiser dans ces métiers-là, avec une première expérience professionnelle chez Albin Michel, puis aux éditions Flammarion, donc plutôt en littérature, mais avec toujours derrière la tête l'idée de travailler dans le manga. Et un peu comme l'a dit Agathe tout à l'heure, c'était en février 2022, où un jour, mais vraiment au hasard, je regarde les offres d'emploi et je vois un poste au service commercial de Kurokawa, où en gros, le métier, c'était réfléchir les goodies à offrir pour l'achat de manga. Et j'étais le genre de client qui achetait ces 2 mangas pour avoir son goodies. Donc c'était juste parfait d'être de l'autre côté et de pouvoir imaginer des goodies aussi, à la fois pour les lecteurs, parce que c'est là dont je viens, et des goodies que j'avais envie de faire aussi. Donc voilà pour moi. Et moi, je savais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'avais fait un bac éco parce que ça m'intéressait et que je me disais que c'était chouette. Je viens d'une famille où tout le monde est instituteur de génération en génération, donc potentiellement en termes de carrière, c'était un peu fermé pour moi. Je me suis dit que j'avais pas du tout envie de faire ça. Et comme je sortais d'un bac éco et que je me débrouillais pas trop mal, on m'a dit fais une école de commerce, donc j'ai dit bon d'accord. Et je me suis retrouvée à faire une école de commerce, ça m'a pas du tout plu. Sauf que durant ma dernière année, j'ai eu de la chance. J'ai eu un prof qui était issu du monde de l'édition et qui est venu nous parler notamment de la commercialisation du livre et qui expliquait qu'en sortant d'études commerciales, justement, on pouvait basculer dans l'édition et faire des métiers qui touchaient au livre, donc pas côté édito, mais vraiment de comment on vend un livre, comment on fait en sorte de faire connaître un auteur ou une série. Et je me suis dit, c'est ça. Je veux faire ça. Enfin, je veux travailler dans quelque chose qui me permettra d'utiliser à la fois mes études, mais aussi ma passion. Parce que moi, aller bosser à la Société Générale, c'était pas possible. Enfin, je n'avais pas très envie. Voilà. Et donc après, ah oui, non, puis no offense pour les banquiers, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, moi personnellement, ça ne me correspondait pas du tout. Et en sortant de mes études, j'ai eu du mal à trouver un métier dans l'édition. Par contre, j'ai eu de la chance, j'ai pu rentrer dans la presse. Donc il y a vraiment des ponts en fait entre la presse et l'édition, et je travaillais quelques années dans le métier de la presse et des magazines, et ensuite j'ai eu la chance d'avoir en effet une offre d'emploi dans le monde de l'édition, puis une deuxième qui m'a fait arriver là où je suis aujourd'hui. D'ailleurs, c'était très drôle, on a remarqué il n'y a pas très longtemps qu'on a travaillé dans la même boîte en même temps avec Agathe dans la presse. Il y a 10 ans maintenant. Il y a plus de 10 ans, C'était ouais. il y a 15 ans. Ouais. Mon Dieu. C'était hier. Oui, c'était hier. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour info, Kurokawa a 20 ans. Et donc, en fait, Kurokawa fête son anniversaire cette année. On peut applaudir, oui, effectivement. Et toi, Mathilde, mine de rien, tu as été la première salariée, on va dire, de Kurokawa. Alors, première salariée, non. Première stagiaire, oui. Voilà. Non, parce qu'avant moi, il y avait quand même d'autres gens, heureusement. Oui, en fait, je vais dire de manière générale, mais en fait, c'est quand on fait des études, quelque chose qu'on ne nous dit pas, c'est que pour trouver un emploi, en fait, ce qui compte énormément, c'est la chance. En fait, d'être au bon endroit, au bon moment, de rencontrer la bonne personne, ou de se dire, tiens, et si je regardais les annonces en cours, et hop, voilà, une annonce pour Kurokawa. Et en fait, moi, ça a été ça, parce que finalement, on peut dire que j'ai eu la chance de redoubler en licence. Voilà.
J'ai redoublé une année, mais ça a été une chance finalement parce que ça m'a permis de faire un master qui, pour la première fois, ouvrait une filière professionnalisante. Donc, au lieu d'écrire un mémoire de 70 pages qui ça aurait sans doute été passionnant, mais ce n'était pas ma tasse de thé, 30 pages, ça m'avait suffi. Du coup, ça me permettait d'avoir enfin une expérience professionnelle, ce que je voulais vraiment avoir, parce que j'étais là, si j'ai juste un master en poche, je n'aurai rien. Je vais galérer et ça ne m'intéresse pas. Et donc ça m'a permis de faire ça. Et la même année, voilà, les planètes sont alignées. Kurokawa décide d'ouvrir un poste de stagiaire en service éditorial. Et j'ai vu l'annonce au bon moment aussi. On n'était que 2 candidates. Le courant est mieux passé et j'ai été sélectionnée. Hurrah. Mais oui, c'était quoi la question déjà? C'était ça. Super. Je vais juste rebondir un tout petit peu sur ce que vient de dire Mathilde. Tu as parlé justement des études professionnalisantes, et notamment les masters en apprentissage et en alternance. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un cursus auquel on pense pas forcément quand on est au lycée. On a l'idée on fait collège, lycée, soit on trouve tout de suite quelque chose à proximité dans le monde du travail vers chez nous, ou on fait une faculté d'histoire, de maths, de ce que vous voulez, et on ne pense pas forcément à cette filière professionnalisante qui existe dès la première année à la sortie du bac en fait. Pour ma part, j'ai attendu bac plus 5 avant de me réorienter vers quelque chose de professionnalisant, mais vraiment penser aux études en alternance, parce que quel que soit le corps de métier, que ce soit dans l'édition pour nous, mais ça marche pour tout, c'est vraiment un premier pied mis dans le monde du travail, et ça en parallèle des études plutôt théoriques, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne balance, un bon équilibre entre ce qu'est le travail au quotidien et les connaissances théoriques qu'on doit avoir pour exercer ces métiers-là. Chez Kurokawa, on a également des alternants, que ce soit au commercial, au marketing ou au service éditorial. Et c'est vrai que je vais prendre l'exemple d'Arthur qui est juste là. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous et on l'a vu grandir, progresser en 3 années. Et aujourd'hui, il est en totale autonomie sur des collectors. Par exemple, le magnifique collector de One Punch Man, tome 31 qui vient de sortir. Voilà, c'était en grande partie Arthur. Et voilà, c'est penser à l'alternance. C'est vraiment, je fais la pub pour l'alternance, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il faut être curieux, comme disait Mathilde, de ne pas hésiter à regarder les cursus qui proposent ça et se lancer, parce que de toute façon, on risque rien, en fait. Au pire, on a un nom et on fait autre chose, mais ce serait dommage de passer à côté. Et mine de rien, ça vous permet aussi de faire du tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que faire une expérience en alternance, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi être une façon de se dire bon, ça, c'était pas pour moi finalement. Ce qui n'est pas grave, parce qu'en France, mine de rien, on a quand même la chance d'avoir la possibilité de faire plusieurs cursus, et Jérémy en est la preuve. Et l'alternance permet aussi de se dire, de faire un test en fait. Tiens, ça me plaît, ok, mais ça me plaît pas, je vais essayer autre chose. Surtout, plantez-vous. Plus vous vous plantez, mieux vous réussissez. Et c'est très shonen, hein. Tous les héros tombent à un moment donné. Edward, il tombe avec Nina et Alexander. Voilà, on va pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu. Et puis il se relève, et c'est ça la vie. Non, mais c'est vrai. Fullmetal Alchemist, c'est la vie. Voilà. C'est la vie. Voilà. On peut tout créer avec quelque chose. L'échange équivalent dans la vie, dans la vraie vie. Je regarde s'il y a des questions derrière. Je regarde, non, il n'y en a pas dans le chat. Mais oui, il y a une question. Arthur, notre alternant qui a grandi et où on a enlevé les couches maintenant, c'est bon. Il porte le micro tout seul maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Petite question un peu plus technique. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. Par exemple, quand vous faites des collectors, qu'il y a des ex-libris ou des choses qui apparaissent pour la première fois en France, comment ça fonctionne au niveau des droits, de l'acquisition, ou même quand par exemple on peut avoir des one-shots d'auteurs jamais édités, tout ça. Je voulais savoir si c'était, vous avez lien directement avec les auteurs, avec la Kodansha, des choses comme ça. Alors, c'est un vaste sujet. En gros, quand on décide de faire un collector, c'est un peu notre métier avec Arthur notamment. Déjà, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le collector? Sur quelle série on va sortir le collector? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? À qui ça parle? À qui on s'adresse, etc. Donc ça, c'est le premier processus. Ensuite, on soumet aux éditeurs japonais. On n'est jamais en lien avec les auteurs directement. On passe en effet par ce qu'on appelle des agents de maisons d'édition japonais ou les éditeurs directement,
Donc on a des contacts, il y a des gens dans les maisons d'édition japonais qui sont chargés d'approuver ou pas ce qu'on a le droit de faire avec l'image des mangas. Donc on leur propose un concept en disant voilà, nous pour le prochain collector de One Punch Man par exemple, on voudrait faire un standee acrylique avec un décor 3D qui se transforme en une autre image, et je vous le vends parce qu'il est actuellement dans les rayons là-bas. On aimerait faire ça, et pour le faire on aimerait utiliser telle image. Donc ensuite on a déjà on appelle ça les approbations de concept, où l'éditeur d'origine de l'œuvre, que ce soit Shueisha, Kodansha, etc., nous dit oui ou non. Ça peut être justifié, ça peut ne pas être justifié, ils ont le droit absolu d'utilisation de leur image. C'est-à-dire que si jamais ils nous refusent quelque chose, on ne peut pas le faire. Et le faire quand même, ce serait rompre le contrat de confiance qu'on a avec eux, donc on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on fait créer notre collector. On travaille avec un graphiste qui est, directeur artistique qui est extrêmement talentueux, qui est lui qui nous fait tous les visuels de tous nos mangas. C'est aussi lui qui fait les logos, les couvertures, la mise en page. Enfin bon, c'est 50% de Kurokawa, c'est lui. Et du coup, il va nous créer le collector. Et là, on repasse une deuxième fois en approbation devant les éditeurs japonais pour leur montrer le produit fini, en leur disant voilà, avec ce que vous nous avez autorisé à faire, on vous propose ça. Souvent, il y a beaucoup d'échanges parce qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas le droit, par exemple, il y a plein d'images qu'on n'a pas le droit de sortir de leur contexte originel. Merci. On n'a pas le droit de coloriser des images, par exemple. Donc, quand on travaille sur des produits en noir et blanc, donc soit on utilise les produits en noir et blanc, les images en noir et blanc qui existent déjà dans le manga, soit on essaye de chercher des visuels qui ont été déjà produits au Japon ou sur d'autres collectors ailleurs dans le monde. Ça nous arrive de demander aux éditeurs si l'auteur peut nous créer une image originelle pour un collector. Donc là, c'est pareil, c'est l'éditeur qui demande à son auteur est-ce que l'auteur est d'accord pour pouvoir nous produire une image exclusive. On l'a déjà fait. Ça arrive qu'on puisse le faire. Nous, on aimerait bien pouvoir le faire tout le temps, mais c'est vrai que les auteurs de manga sont extrêmement occupés. Mais voilà, donc on a en gros deux phases d'approbation auprès de nos éditeurs japonais. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce qu'on propose dans nos collectors. Il faut qu'on respecte l'œuvre originelle en fait, que ce soit à travers les produits qu'on propose ou les images qu'on a envie d'utiliser pour ces produits-là. Évidemment, tu es passionné par ce que tu fais. Ah bien sûr, moi, je suis trop contente. Enfin, quand j'ai vu justement l'offre d'emploi en me disant mais c'est pas possible, ce poste existe pour de vrai, je vais pouvoir faire ça, ma vie, ça va être aller dans un service et faire des collecteurs de mangas. Enfin, oui, je suis très très contente. Donc il y a des passages où on est un peu parfois frustré dans ce qu'on peut faire ou pas, notamment sur les collectors, mais c'est vrai que la grande majorité du temps, c'est vraiment du plaisir. Est-ce que c'est compliqué de mélanger métier et passion? Parce que du coup, on compte pas. Oui et non. Non, parce que du coup, on est trop content de travailler dans le milieu dans lequel on travaille. Oui, parfois, parce qu'on aimerait faire plein de choses qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire. Clairement, non, c'est pas compliqué. Au contraire, tu es habité par ton métier, par ce que tu aimes faire, par ces licences qui te tiennent à cœur. Je reviens encore sur Full Metal, mais c'est quand même beaucoup trop cool de pouvoir bosser sur cette série-là. Mais c'est pareil pour Spy aussi, c'est pareil sur Oshinoko. Enfin, Kurokawa a quand même la chance d'avoir un catalogue hyper diversifié et intéressant. Et là, par exemple, quand je bossais chez Flammarion, très souvent, j'avais du mal à lire de la littérature parce que c'est ce sur quoi je travaillais. Et quand je lisais, j'avais le côté professionnel qui revenait, où je voyais des erreurs, je voyais ci, ça, et ça m'énervait un petit peu, et du coup je perdais du plaisir dans mon loisir. Alors que là, depuis que je travaille chez Kuro, ça ne m'empêche pas d'acheter du manga, et limite j'en achète plus qu'avant. Et j'ai plus de Billy, Ikea, si tu m'entends, voilà. Mais non, au contraire, c'est un plaisir en fait. Et au contraire, ça nourrit. Ce côté passionné nourrit ce que toi, tu as envie de faire, parce que tu vois tes confrères qui ont fait quelque chose, tu fais ah, ça c'est une super idée. Du coup, toi, tu réfléchis à quelque chose de différent, mais qui peut s'en inspirer. Eux font pareil aussi. Et c'est tellement riche en fait comme univers qu'on peut tout faire.
Et voilà, clairement, je vais reprendre la métaphore de la Société Générale, mais je suis content de pouvoir faire des goodies plutôt que d'être derrière un bureau et de ne pas avoir ce travail passion. En fait, je n'arriverai pas à me lever, en fait, avoir quelque chose de motivant. J'ai fait pas mal de métiers qu'on appelle voilà, alimentaires. Donc c'est bien un temps quand tu as besoin de réfléchir à ce que tu veux faire, etc. Surtout au moment des études aussi. Mais derrière, ouais, avoir ce moteur de la passion, c'est un régal en fait. Et j'ajouterais aussi le plaisir de travailler avec des gens qui sont passionnés. C'est qu'en fait, ils sont tellement passionnés que ça te motive aussi et l'ambiance, du coup, est incroyable parce qu'on partage une passion commune réellement. Enfin, je doute qu'on puisse trouver vraiment parmi ceux qui travaillent dans le manga des gens qui n'aiment pas le manga. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être possible. Mais c'est aussi un univers qui est arrivé en France par des passionnés. Genre la génération de Greg avant nous, de ceux qui ont créé les premières maisons d'édition, étaient des passionnés à une époque où, vraiment dans les années 90, tu pouvais te faire bully à l'école primaire parce que tu jouais à Pokémon. Enfin, moi, j'avais des cartes Pokémon en 6e, et on faisait « Ouh, il a des cartes Pokémon », et il y a des personnes dans le public qui peuvent en attester. Mais aujourd'hui, on a vraiment cette chance que le manga se soit démocratisé, et du coup, on vient de ces gens-là qui ont beaucoup sacrifié par passion pour faire venir ce média chez nous, et on est leurs héritiers, en fait, en quelque sorte, aujourd'hui, et cette passion transparaît. Et je suis d'accord avec toi, je vois pas comment tu peux travailler dans le manga sans avoir cette passion-là. Plus que n'importe quel autre secteur de l'édition, c'est vraiment important parce que tu te dois d'être au courant de ce qui se fait au Japon, de ce qui se fait en France chez tes confrères, etc. Et tu te dois d'être toi-même consommateur et d'aimer ça pour pouvoir proposer le meilleur à ton client. J'ai une question pour Mathilde. Est-ce que vous lisez tous les mangas avant de les publier sur Kurokawa ? J'essaie autant que possible, oui. Et elle les lit en japonais. Mais oui, effectivement, je vais pas mal en lire déjà pour en trouver de nouveaux. Donc je vais beaucoup en lire qui sont publiés au Japon, donc effectivement je vais lire en japonais. Et souvent quand on va trouver un titre qui nous plaît vraiment, ça va être vraiment un coup de cœur. Du coup, on va contacter l'éditeur japonais pour faire une offre pour justement pouvoir acquérir les droits de le diffuser en français. Après, est-ce que j'ai lu chaque tome de chaque série ? Bon, je vais être honnête, non. Parce que, oui, voilà, jetez-moi des pierres, allez-y. Mais parce qu'en fait, c'est juste qu'il y en a tellement et que déjà, le travail en lui-même prend du temps et de trouver de nouvelles séries prend du temps. Donc, il est possible que je n'ai pas encore lu tout le catalogue, mais c'est en cours. Quoi? Non, mais en fait, à chaque fois, j'arrive, je fais « Bon, Mathilde, on va parler de cette série. » Mathilde fait attends, qu'est-ce qui se passe déjà? Elle dit tellement de choses que des fois, j'oublie. Je reprécise aussi que, en tout cas, à l'édito, on travaille en décalé. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais travailler sur des tomes qui vont sortir là dans 6 mois. Donc, quand on me dit « Ah, faut que tu parles de tel tome », je suis là « Ah, attends, il se passe quoi à ce moment-là déjà? Je me rappelle plus. » Et voilà, c'est un peu la difficulté, c'est que du coup, on travaille pas sur une série, on travaille sur tout en même temps. Donc parfois, il faut un petit pense-bête, oui. Et j'aime bien l'embêter avec ça. Au Japon, on pourrait dire que c'est né Hokusai, on va dire que c'était l'un des premiers. Certains disent que c'est Hokusai le premier mangaka, donc c'est donc en 1800 et quelques, quoi. Avec les estampes japonaises, on va dire que c'était l'un des premiers, on va dire. Et après, la forme telle qu'on la connaît maintenant, c'est vraiment Osamu Tezuka en 1945, quoi, même avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment avec Tezuka qui a vraiment formalisé ceci. Et Ishinomori aussi, les deux en même temps, sur 2 courants de pensée différents. Et donc ils ont popularisé en tout cas la veine qu'on connaît sur le manga, sur les cases un peu storyboardées et racontées comme des films. Et ensuite il y a eu la veine de tous les auteurs qu'on connaît. Mais donc on va dire 1800 et quelques, et
l'avènement en case vraiment période de Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est bon, je peux parler. Oui, pardon. Alors, Mathilde a déjà répondu à moitié à la question que je voulais poser, mais du coup, est-ce que vous êtes déjà fait voler entre gros guillemets, hein, des titres par d'autres maisons d'édition, ou c'est vraiment des relations amicales que vous avez entre vous, Bien sûr. ou c'est vraiment de la concurrence? Voler, non. C'est-à-dire que quand on voit une série qui est publiée au Japon qui nous plaît, bah, du coup, on va faire une offre à l'éditeur. Mais du coup, si c'est une série qui a un très fort potentiel et qui intéresse forcément plusieurs éditeurs français, bah forcément, il y aura de la concurrence. Donc, ça va être à celui qui va faire l'offre la plus alléchante. Et par offre, premièrement, une offre financière. On ne va pas se le cacher, ça reste quand même un business. Donc, on va faire une offre financière. Et si vraiment la série a beaucoup de concurrence, on va aussi se faire ce qu'on appelle un plan de lancement, c'est-à-dire que ça va être un peu l'équivalent de la lettre de motivation, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on aime dans cette série et qu'est-ce qu'on projette de faire pour vraiment la mettre en valeur auprès du public pour donner envie, etc. Et donc du coup, c'est les différents services qui vont donner des idées, et ensuite on va présenter à l'éditeur japonais, et ça va du coup lui voir un peu la motivation de notre maison d'édition, et ça va l'aider dans sa prise de décision sur à quel éditeur français il veut confier sa série. Et généralement, c'est à ce moment-là que du coup les services, le commercial, le marketing, la communication et la presse entrent en jeu, où voilà, on réfléchit à que faire pour accompagner le lancement, quel type de PLV faire, quelle communication originale on peut faire sur les réseaux sociaux, etc. Comment ? Ah oui, alors PLV, c'est publicité sur le lieu de vente. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une PLV. Et tu sais quoi, je ne savais pas. Voilà. On apprend tous les jours. Non, je ne savais pas. Et il y en a de tout type, donc il y en a qui sont purement décoratives comme celle-ci, mais tu en as aussi en rayon ou qui sont vides pour ranger des mangas dedans. Voilà, et ce sont ce genre de mobilier aussi, voilà, qu'on propose lors de plans de lancement pour rendre la série visible à la fois en librairie via le service commercial, sur les réseaux sociaux, partout ailleurs, sur le marketing avec Augustin derrière, et également au niveau de la presse avec Laure qui est notre attachée de presse. Et pour revenir du coup à la question, effectivement, si y a une série qu'on voulait vraiment, vraiment beaucoup et qu'on l'a pas, forcément, oui, on va être déçu. Mais en même temps, on va être heureux pour la maison qui l'aura acquise, parce que c'est aussi, on se dit, malgré tout, même si on l'a pas nous, c'est une super série qui va pouvoir être connue aussi par notre public. Donc, on est un peu déçu de ne pas pouvoir travailler dessus, mais on est content qu'elle sorte quand même. Et on sera très souvent les premiers clients à l'acheter le jour de la sortie. Oui, aussi. Du coup, merci beaucoup, ça me permet d'embrayer. Est-ce qu'il y a des titres que vous n'avez pas eu et que vous regrettez vraiment de ne pas avoir eu? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Oui. Voilà, je ne suis pas sûre qu'on puisse le dire pour des raisons de confidentialité, mais oui, il y en a, et en effet, ça nous est tous arrivé de découvrir en fait des titres sur lesquels on avait fait des offres, parce que quand on fait une offre sur un titre, du coup, on le lit tous en avant-première, entre guillemets, pour savoir si ce qui nous plaît dans cette œuvre, comment on peut l'accompagner au mieux, etc. Et ça arrive en effet qu'on ait vu passer des choses qu'on n'ait pas eues, et qu'ensuite on soit les premiers en librairie à aller les acheter parce qu'on les a découverts de cette façon. Souvent les titres qui ne sont pas chez Kurokawa, c'est parce qu'on ne les a pas eus. Après, on ne se positionne pas forcément sur tous les titres, parce que ça dépend aussi de la ligne édito de la maison, c'est-à-dire en gros le type de narration qu'on aime proposer. Mais à l'inverse, il y a aussi des titres que la concurrence voulait et qu'on a eu nous, et qu'on est très content de pouvoir proposer et de travailler dessus. Notamment un futur titre qui arrive au mois de juin, qui s'appelle Centuria, qui est un super manga de dark fantasy et qu'on a très 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 hâte de proposer en librairie. Berserk et Vinland. Oui, petit mélange entre Berserk et Vinland. Il y a une question là, et après on va te donner le micro, mais on va prendre la question qui est là avant, et après on est vers toi. Alors bonjour, moi c'est Gwendoline. Moi j'ai une question, donc j'ai la famille qui est à fond dans le manga. Comment ça se passe quand il y a un manga qui est super connu et que vous voulez l'adapter en animation ? Alors là, pour le coup, c'est l'ayant droit japonais qui a les droits de la datation en animation. Nous, en fait, les droits qu'on acquiert auprès de l'éditeur japonais, c'est uniquement les droits d'éditer le manga papier en français, en langue française, parfois en France et parfois dans d'autres territoires dans lesquels le français est la langue principale, mais nous, on a les droits que du manga.
Pour les adaptations animées, ça se passe en fait entre l'éditeur du manga original. On va prendre Spy Family par exemple. C'est Shueisha qui a les droits de Spy Family. Et bien, quand Spy Family a été adapté en animé, ce sont eux qui ont dealé directement avec la Toho, qui est une chaîne au Japon, qui fait le dessin animé. Après, charge à nous parfois de pouvoir proposer des animations conjointes avec les ayants droit de l'animé. En France, c'est Crunchyroll qui a les droits de l'animé Spy Family, mais des fois, voilà, on arrive à faire des choses en commun. Par exemple, il y a un magnifique agenda Spy Family qui sort cette semaine, la semaine prochaine, en juin. On est en avril. Donc il y a un agenda Spy Family qui arrive prochainement, et c'est avec les visuels de l'animé. Mais c'est édité par Kurokawa. Parce que voilà, on a travaillé main dans la main, encore une fois Arthur, a travaillé main dans la main avec Crunchyroll pour faire valider toute la création qui est du côté de Kurokawa, mais les droits de l'animé étant chez Crunchyroll, il y a eu cette validation avec eux. Ok, merci. Pour schématiser un petit peu, donc il y a la maison d'édition donc Shueisha a le manga, les droits d'adaptation en tout cas du manga pour le mettre en animé. Ils vont faire ce qu'on appelle un comité, dans lequel ils vont mettre des personnes en charge dedans pour gérer ces droits-là, qui vont aller aussi sur l'animation et sur le manga. Et ensuite, ces comités vont, eux, être moteurs de production du dessin animé. Et ensuite, c'est par eux que vont avoir tout. Donc on a une branche manga et la branche animée, et les deux peuvent se discuter par deux entités différentes, en gros, pour résumer. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a un auteur qui vous ait dit non pour que vous le publiez sur Kurokawa et que vous l'ayez quand même fait? Un auteur qui dit non? Non, parce que justement, on ne peut rien publier sans l'accord du Japon. C'est surtout pour pouvoir publier un manga, il faut qu'on passe un contrat avec la maison d'édition, qui du coup donne vraiment légalement les droits pour publier le manga. Donc même si on n'a pas eu le manga et qu'on aurait on aurait voulu très fort le faire, eh ben on n'a pas le droit. Donc on ne le fait pas. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait une maison qui l'ait fait? Non. Et si une maison le faisait, elle pourrait avoir des procès assez importants de la part du Japon, parce que c'est en fait comme toute œuvre, on n'a pas le droit du tout d'adapter quelque chose sans l'accord de la personne qui possède l'œuvre ou qui a créé l'œuvre. Par contre, on a eu l'inverse. On a eu une autrice, une mangaka, qui est Arakawa, donc la mangaka de Fullmetal Alchemist, qui a spécifiquement demandé à son éditeur japonais que tous ses mangas soient publiés par Kurokawa. Parce que ça s'était très bien passé avec Fullmetal Alchemist, qu'elle est en confiance avec nous et qu'elle sait qu'on respectera l'identité de son œuvre, et donc elle a demandé à ce que le reste de ses mangas soit publié chez Kurokawa. Là où c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps, on a d'autres mangaka qui publient des œuvres chez différents éditeurs français. C'est quand même assez rare. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter quand il y a quelque chose de confiance qui se passe avec Arakawa, par exemple. C'est quand même un exemple très spécifique et très rare. Ça ne se fait pas forcément. Peut-être si Shikyun avec Tetsui, mais parce que c'est eux qui l'ont découvert. Mais voilà, il y a 2 cas sur l'ensemble du monde de l'édition. Du coup, si tu aimes beaucoup Fullmetal Alchemist, je te conseille Tsugai, qui est son dernier manga et qui est vraiment super bien. Oui. Bonjour, j'avais une question, c'est un peu pour reprendre un peu dans le principe. Est-ce que ça a déjà arrivé que par exemple un auteur de manga vienne vous voir ou par le biais de sa maison d'édition au Japon, vienne vous voir pour vous dire que ce soit vous, il veut vraiment vous, Kurokawa, vous le représentez en France, mais que pour des raisons peut-être que vous n'avez pas forcément accepté parce que ça rentrait pas, du moins son style de manga ne rentrait pas forcément avec votre édition maison d'édition, pardon. Tu parles d'auteurs japonais? Oui. En fait, comme le disait Mathilde tout à l'heure, nous on est très rarement en contact avec les auteurs directement. On est en contact avec la maison d'édition qui l'édite au Japon ou avec les agents en France qui représentent la maison d'édition japonaise. Donc nous, on a très rarement contact direct avec eux. Le directeur éditorial de Kurokawa, Grégoire Hello, parfois voit certains auteurs quand il va au Japon pour justement rencontrer les éditeurs et pour parler de Kurokawa.
Mais nous, directement, on ne parle pas avec eux. Mais il arrive effectivement que des auteurs puissent, comme c'était le cas d'Arakawa, souffler à l'oreille de leur éditeur que, en France, je sais qu'avec telle maison d'édition, ça s'est très bien passé. Le prochain titre, ça serait pas mal qu'il soit un petit peu favorisé peut-être parce que j'ai bien aimé travailler avec eux. Mais sinon, en tout cas, il ne me semble pas que chez Curo, on ait refusé un auteur qui souhaitait être publié chez nous. C'est pas arrivé, non. Il n'y a pas eu de contact non plus. Ouais. Après, il y a d'autres, par exemple, si on prend Arsène Lupin, où on travaille directement aussi avec l'auteur, et ça, c'est pour d'autres raisons qui arrivent. Donc, il y a quand même des cas un peu spécifiques où, effectivement, Kurokawa va dire on veut bien travailler avec toi parce que ça a été demandé. Mais c'est quand même assez rare. Ça dépend toujours de la maison d'édition et les agents. Et aussi de ce qu'on appelle des appels d'offres. Une fois qu'il y a appel d'offres, il y a tout le cheminement, tout le processus qu'ils ont expliqué auparavant. Je regarde s'il y a des questions encore. Oui, vas-y, bien sûr. Moi, ça me va. Hein. J'avais une question par rapport aux séries, surtout aux deuxièmes séries potentiellement d'un auteur qui a été très connu. On sait que c'est très très difficile d'arriver à refaire une deuxième série quand on est un grand auteur. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des droits sur une série et que quelques temps après, vous apprenez que la Shosha, la Kodansha arrête et décide de clôturer en 4 ou 5 tomes? Oui. Non, oui, en fait, quand on fait ces fameuses offres pour des titres qui sont en cours de parution au Japon, généralement, ça commence quand le tome 1 est publié. Okay. Donc c'est toujours en cours de parution. Nous, on essaie de déceler s'il y a un potentiel, si le titre nous plaît, s'il rentre dans la ligne éditoriale de notre maison. Et il peut arriver qu'on fasse des offres du coup sur des séries qui derrière sont toujours en cours, qui fonctionnent. Mais il peut arriver aussi qu'on apprenne qu'une série se termine et peu de temps après, on apprend que c'est nous qui avons gagné les enchères pour l'éditeur en France. Donc ça arrive, mais comme parlait Agathe tout à l'heure, c'est un contrat de confiance qui nous lie avec les ayants droit japonais. Et donc on leur a dit qu'on sortirait le titre dans certaines conditions. Et bien on s'y tient. Et on propose du coup une sortie qualitative. C'est pas parce que le titre a été arrêté trop tôt au Japon que de notre côté on doit le faire au moins. Je pense par exemple chez nous à la série des Red Ice Sword où le dernier spin-off Blue Ice Sword s'est terminé de manière un peu prématurée au Japon. Mais du coup de notre côté on a fini d'éditer la série et on a sorti un tome 8 du coup qui est plus gros que les autres. Mais comme ça voilà, le lecteur français a pu découvrir la fin de la série comme au Japon malgré cet arrêt un petit peu plus rapide. Et parfois, les attentes au Japon et en France sont très différentes. Il y a des séries qui cartonnent au Japon, qui ne marchent pas en France, et des choses qui ne marchent pas du tout au Japon et qui marchent en France. Donc c'est assez délicat aussi, quoi. Je regarde un peu s'il y a des questions aussi sur le Twitch. Je voulais faire rapidement un parallèle aussi sur les maisons d'édition, parce que là on a vu commercial, édito, mais en fait il y a plein de métiers aussi, parce que souvent dans les maisons d'édition, on voit effectivement que le commercial et édito. Moi du coup je fais de la vidéo. Les meilleurs en fait. Moi je fais de la vidéo, Augustin derrière fait du marketing aussi, et donc Augustin n'a pas assez parlé, mais pas assez dormi non plus. Pas assez dormi aussi, mais il y a aussi le marketing qui est fort intéressant. Il y a toute une partie réseaux sociaux et communication, mais il y a aussi derrière il y a tout ce qui est vente avec Interforum, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Agathe? On a en gros l'édition, c'est un peu une énorme pyramide. Comme ça, quand vous allez acheter un livre en librairie, avant que le livre arrive en librairie, il y a eu beaucoup d'étapes. Donc déjà, il y a l'éditeur qui va repérer ou l'auteur ou la série, etc., qui va décider de le publier. Il va falloir imprimer le livre. Donc on a aussi des services de fabrication qui vont accompagner comment on imprime un livre. Il y a plein de livres, notamment dans cet espace culturel, avec des très beaux jaspages, des très belles couvertures, etc. Donc tout ça, c'est décidé en amont avec un service de fabrication. On a aussi toute la partie correction, traduction, parce que souvent, notamment nous, on publie des mangas, donc c'est des œuvres qui sont à l'origine publiées en japonais, donc il faut qu'elles soient traduites, il faut qu'elles soient corrigées. Tout ça, c'est des métiers annexes. Et ensuite, on va avoir toute la partie comment on fait en sorte que le livre arrive jusqu'en librairie. Et pour que le livre arrive jusqu'en librairie, il y a des équipes entières dont le métier va être d'aller rencontrer les libraires
et les points de vente pour leur parler des livres, pour donner envie aux libraires d'acheter ces livres. Et en fait, c'est les libraires ensuite qui vont acheter ces livres aux éditeurs pour pouvoir les placer dans leur rayon. Et tout ça, c'est des chaînes en fait, en gros de l'éditeur jusqu'au libraire, avec des dizaines et des dizaines de métiers différents. Donc c'est aussi pour ça que, malgré tout, pour travailler dans l'édition, il y a plein de filières possibles et envisageables qui vont de apprendre une langue pour pouvoir faire de la traduction, très bien maîtriser le français aussi pour pouvoir faire de la correction, toute la mise en page, le graphisme, etc. pour par exemple la création de couverture ou la création de toi, Jérémy, exactement, de matériel qui vont aussi accompagner le lancement de nos séries. Pardon. Mais il y a aussi tout un aspect très commercial. Vous pouvez devenir, dans les métiers qui existent, vous pouvez aller vendre des livres en librairie pour donner aussi envie aux libraires d'acheter. Il y a évidemment toute la partie libraire qui sont des métiers en soi et qui sont... en fait, travailler dans l'édition, c'est très très vaste. Et les bibliothécaires aussi. Bibliothécaires, évidemment. Voilà. Et du coup, toute la chaîne du livre, en fait, est extrêmement complexe, mais aussi large. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Agathe, notamment au niveau des études, là on peut le voir juste sur tous les trois. Mathilde a fait une fac de japonais, Agathe a fait une école de commerce, j'ai fait une fac d'histoire, et finalement on se retrouve sur la même estrade face à vous, en travaillant dans la même maison d'édition. Donc en fait, tous les chemins mènent à l'édition, et il faut, enfin au monde du livre en tout cas, et il ne faut vraiment pas se cantonner au métier visible. Il y a vraiment toute une galaxie de métiers qui existent. On peut travailler chez l'imprimeur aussi, oui, on peut travailler là en librairie, on peut travailler en bibliothèque, on peut travailler dans les comités d'entreprise de grandes boîtes. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'EDF, qui a un comité d'entreprise qui propose des livres à ses salariés. Donc voilà, il y a beaucoup de métiers, parfois inconnus, qui permettent de travailler dans le monde du livre et dans sa passion. Et y compris sur des filières qui ne demandent pas forcément de faire des hautes études. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que rentrer dans l'édition, ça demande forcément d'avoir fait des bacs +3, +5, etc. C'est pas toujours le cas, notamment sur les métiers de fabrication, par exemple, où ça peut être des BTS qui vont être très ciblés, ou alors on a toute une partie également de distribution. Donc ça va être du travail dans des entrepôts, etc. Donc vraiment, tout... Enfin, il y a beaucoup de voies d'accès en fait, à l'édition sans forcément faire de grandes études. Il y a aussi contrôleur de gestion, Oui. voilà aussi. On l'oublie, la comptabilité, le contrôleur de gestion, c'est aussi un pan incontournable de l'édition. Tout à fait. Agathe ne veut plus en entendre parler, mais en tout Hervé, cas, si tu nous regardes. mais en tout cas, c'est aussi, il y a besoin de chiffres dans une maison d'édition, donc tous ces métiers aussi sont très importants. Est-ce que si un projet de manga a été abandonné, vous pouvez le récupérer sans contrat ? Non, parce que même si un projet de manga est abandonné, il est toujours possédé par la maison d'édition japonaise ou autre qui publie l'œuvre à l'origine. Mais en fait, c'est exactement comme une œuvre d'art ou une photo, par exemple. Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser une œuvre d'art sans l'accord de la personne qui a créé ou qui possède l'œuvre. Et en fait, pour les séries qu'on publie, c'est exactement la même chose. Je te l'ai donné. Je te donne le micro. Oui, vas-y. Comment tu t'appelles ? Léa. Je n'ai pas écouté, désolé. Honteux. Elle me fusille de regard en plus. J'ai une question très simple en fait. Je me demandais quelle est votre œuvre préférée ? À qui ? À tous ? À tous. Œuvre préférée chez Full Metal Chez Full Metal. Voilà, je pense que je l'ai dit. Les deux chez Kurokawa et puis de manière globale, si c'est une œuvre différente. Ok. Et bon, Agathe, ça commence. Et ben moi, je crois que c'est Full Metal Alchemist, mais je pense que ça va être une réponse assez majoritaire chez nous, parce que moi, c'est aussi la première. Enfin, c'est le premier animé que j'ai vu, et ça avec Akira, mais je crois qu'en... Non, j'aime bien. Je crois que je mettrais Akira et Full Metal Alchemist sur le même... parce que c'est les deux premiers. Et étant... moi, j'étais plutôt bande dessinée à l'origine. C'est ça qui m'a fait vraiment comprendre que le manga, c'était extraordinaire. Mais aussi que ça pouvait être très différent. Il y a 1000 types de séries qui existent. Il y a 1000 types d'histoires. Et ça, vraiment, moi, quand je suis rentrée dedans, par Full Metal notamment, c'était un univers entier qui s'ouvrait à moi. Et c'était génial. Enfin... Je vais répondre Full Metal aussi, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est vraiment la série qui m'a fait retomber dans le manga après la fin du Club d'eau.
Pour la petite histoire, c'était une série que je regardais avec ma mère qui est là. Et c'était un petit peu notre rituel le soir de regarder 2 épisodes de Full Metal en chantant les génériques avec les karaokés. Donc non seulement c'est une série qui est génialissime, mais en plus d'un point de vue personnel qui est voilà, très spécial. Et sinon, c'était les séries qui existaient avant. Donc je suis obligé de citer Dragon Ball parce que c'est par Dragon Ball que je suis tombé dans le manga quand j'étais à l'école primaire. Et ensuite, avec FMA, il y avait un trio que je suivais beaucoup. Donc tu avais FMA, il y avait Bleach de Tite Kubo et il y avait Naruto, évidemment. Voilà. Donc du très classique, mais c'est du très bon, donc on va pas se priver, quoi. Pareil, Full Metal aussi. Alors c'est pas le premier que j'ai vu. Comme Agathe, j'ai commencé à le voir en animé. Mais par contre, c'est celui avec lequel j'ai eu la plus grande claque en voyant. Et surtout, deuxième claque en lisant le manga où je me suis dit, mais c'est encore mieux, mais c'est incroyable. Et là, je pense que c'est vraiment la série dont je ne pourrais pas me lasser en fait. Genre si tu es sur une île déserte et tu dois prendre qu'un manga, tu Full prends Metal. Full Metal. Okay. J'hésite Version pas. perfect ou classique? Ah, perfect quand Ok. même. Elle est bien aussi. Elle est plus lourde, mais elle est bien. Pour moi, je dirais ça se bat avec Ranma 1/2. Ranma 1/2, moi c'était. Bon, il y avait Dragon Ball, etc. Mais effectivement, mis à part Dragon Ball, la deuxième claque de lecture et de manga, c'est Ranma 1/2 parce que la maîtrise de Rumiko Takahashi dans l'art du gag et de la scénarisation, j'ai jamais vu ça. Et je trouve ça assez génial avec tout ce qu'il a fait. Et Full Metal, effectivement, ça c'était une deuxième claque. Quand je ne savais pas qu'on pouvait faire un sujet sérieux, parce que j'avais lu Akira, etc., petit, mais c'était pas si accessible que ça. C'est pour les adultes, quoi. Et Full Metal, c'est rendre un propos accessible aux jeunes et en étant sérieux. Ça parle quand même de sujets de mort, de génocide, etc. C'est des trucs pas fous, mais ça reste accessible et c'est quelque chose de très historique et de très fort. Et ça a été une claque pour ça, quoi. Et dernier, c'est Aisu, c'est Masakatsu Katsura, c'est à l'époque chez Tonkam. C'est l'histoire d'un adolescent. Et donc, moi, j'ai lu ça adolescent, donc ça m'a parlé. Et c'était très mignon. Voilà, c'est un peu mon trio de tête. Moi, j'ai oublié Berserk aussi. Je trouve qu'en termes de dessin, et c'est aussi pour ça que je suis hyper contente en ce moment de travailler sur le manga qu'on va lancer qui s'appelle Centuria. Parce qu'en termes d'univers, on est dans des univers qui sont assez similaires, qui sont très noirs, qui sont extrêmement bien dessinés. Voilà. Et du coup, en ce moment, on travaille sur le lancement de cette série et voilà. Je vais arriver sur une toute dernière question. Ouais, ça passe vite. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Avec un E à la fin. Fiereux. Et du coup, il faut que je réattaque sérieusement après. Enchaîne. C'est un des premiers projets quand je suis arrivée. Ça fait pas si longtemps que je suis chez Kurokawa, ça fait 1 an et demi. Et en fait, quand je suis arrivée, un des premiers collectors sur lesquels j'ai travaillé avec Arthur, qui est toujours derrière, c'est le collector du tome 4 de Tsugai. Et Tsugai, c'est une série qui est dessinée par Arakawa, donc la mangaka qui a fait Full Metal Alchemist. Et c'est vrai que pour moi, travailler concrètement sur un collector d'une mangaka que j'admire très fortement, c'était un peu l'avènement de quelque chose. Là, je me suis dit, ok, ma place, elle est là. Enfin, je suis tellement contente de pouvoir faire ça et de pouvoir travailler sur ça. En plus, bon, ça a été un projet qui a été compliqué, on s'est un peu arraché les cheveux et tout, mais ça valait vraiment le coup. Enfin, voilà. On va faire dans l'originalité. De mon côté, c'est la première opération commerciale que j'ai menée, c'est-à-dire c'était une opération pour 2 mangas achetés, il y avait un goodies offert. Et l'opération, c'était celle de janvier 2023, et c'était des baguettes en bambou pour manger des nouilles. C'était des baguettes Full Metal Alchemist et Soul Eater. Et en fait, j'en suis vraiment très fier parce que c'est la première opération que j'ai menée en arrivant chez Kuro. C'était sur la meilleure série de l'univers qui est Full Metal et une des top 5 séries de l'univers qui est Soul Eater.
Et il y a surtout que quand j'étais plus jeune, il y avait une illustration que j'adorais, un dessin croisé entre Arakawa et Okubo. C'était un dessin d'Edward, donc le héros de Fullmetal, et de Maka, l'héroïne de Solitaire, où ils sont un petit peu bras dessous comme ça, en mode bras de fer. Et en fait, cette image-là, dès qu'on a su qu'on allait pouvoir faire une opération sur ces deux titres conjointement, tout de suite, je l'avais imaginé comme étant l'image qui serait utilisée sur toutes nos affiches, sur les PLV, etc. Et d'avoir pu réaliser ça avec ce dessin que j'adorais tout particulièrement quand j'étais plus jeune. Et c'était la première fois aussi que je travaillais avec Fabien, qui est notre directeur artistique et qui a vraiment de l'or au bout des doigts. C'était voilà, un régal. Et comme disait Agathe, ça a ancré le moment. C'était ça y est, je travaille pour Kurokawa. Je fais un goodies Fullmetal Alchemist en travaillant avec Fabien Vautrin. Bah, la vie est belle en fait. Et passer des mois à travailler sur quelque chose et le voir dans des rayons de librairie, c'est quand même, c'est une sensation qui est assez extraordinaire. Je me souviens quand le collector est sorti, j'allais me promener dans des librairies en me disant c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est assez fou de se dire qu'on a réfléchi ce projet, qu'on l'a conçu du début jusqu'à la fin, et ensuite de le voir arriver dans une librairie. Enfin, c'est une sensation qui est assez extraordinaire quand même. Du coup, ça fait un bon enchaînement. En fait, moi, à chaque fois, les plus grandes fiertés, c'est quand j'ai enfin entre les mains la série que j'ai trouvée, que j'ai ajoutée au catalogue. Et la première que j'ai amenée, c'était Wandering Witch. Parce que du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle on m'a demandé de rejoindre l'équipe aussi, c'est que avant, c'était surtout Grégoire Hello qui, du coup, choisissait toutes les séries du catalogue, sauf que il était un peu embêté pour tout ce qui était plus pour un public féminin, et notamment pour des jeunes filles, jeunes femmes, parce que il savait qu'à mesure qu'il prenait de l'âge, il se sentait moins légitime, et en fait, il avait besoin de quelqu'un qui soit plus proche du public cible pour savoir ce que voulaient lire aussi les jeunes filles et jeunes femmes d'aujourd'hui. Donc c'est aussi, du coup, j'arrivais aussi en complément pour apporter un peu plus de diversité au catalogue. Et voilà, là, ça a été le premier manga que j'ai apporté. Ensuite, il y a eu My Happy Mariage, dont je suis aussi très contente. Il y a eu Le Goût des fraises aussi, qui était un petit peu moins connu, mais que j'aime beaucoup aussi. Et tout récemment, Remède impérial. Et en fait, c'est des séries, à chaque fois que je les reçois, c'est mes bébés, quoi. Voilà. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir quand des gens viennent me voir et disent « Punaise, bon choix, je l'ai lu alors que je lis pas beaucoup de mangas d'habitude, mais celui-là, il était trop bien, j'ai trop aimé. » Je suis là. Merci. On est là jusqu'à 18h, n'hésitez pas à venir la voir pour lui dire après. Du coup. Et autre petite chose, par exemple sur Le Goût des fraises, sur le tome 1, on a créé un petit bonus où on avait ajouté une planche de stickers dessus. Du coup, j'ai pu faire quelque chose que je n'ai pas forcément l'occasion de faire. Ça a été de travailler dessus, de faire un côté un peu plus créatif, d'aller chercher les visuels, imaginer un peu la mise en page et gérer vraiment ce projet-là de bout en bout. Et du coup, c'était ma petite fierté personnelle aussi de dire « Ah, je peux faire ça aussi ». Alors que nous, on ne peut pas parler japonais et lire des séries. Moi, j'ai pas de projet. Vas-y. C'est quoi le premier manga édité par Kurokawa ? C'est Fullmetal Alchemist, qui a été édité en septembre 2005, donc il y a bientôt 20 ans. Voilà, et qui était déjà en vente ici, à votre espace culturel Leclerc préféré. Alors, pour la petite anecdote, il l'a raconté tout à l'heure, mais il a acheté son premier ici. Donc la boucle est bouclée. Tu es viré. Prends bande avec moi. Pour terminer, est-ce que le mot de la fin, et quel est le conseil que vous pouvez donner à des personnes qui voudraient travailler dans l'édition ? Ne vous restreignez pas. L'édition, ça peut faire peur, on peut se dire que c'est élitiste, on peut se dire que c'est difficile d'accès. Ne vous restreignez pas. Renseignez-vous, il y a plein de sites internet, l'Asfored notamment, qui propose plein de formations, qu'elles soient professionnalisantes ou pas, mais aussi qui permettent de se réorienter pour des gens qui travailleraient déjà, et à tout niveau d'études. Donc voilà, n'ayez pas peur d'essayer.
Oui, c'est ça, faut oser. C'est comme disait Flavien tout à l'heure, c'est pas grave de se prendre un mur ou de tomber. L'important, c'est de se relever et d'avoir cette idée-là en tête. Et en plus, quand il y a la passion qui est là comme moteur également, vous y arriverez. Si vraiment c'est quelque chose que vous désirez ardemment, peut-être que vous prendrez des petites routes un petit peu compliquées sur le côté, etc. Mais au bout d'un moment, voilà. Encore une fois, il y a 20 ans, j'ai acheté mon premier tome de FMA. J'ai bossé 10 ans dans le monde de l'édition avant d'arriver chez Kuro. Et au final, voilà, ouais, il fait beau. Ça y est, il pleut plus, quoi. Et une dernière petite chose qu'on ne dit pas, je pense, assez. Alors, au début, ça va sembler un peu abstrait, mais utilisez votre réseau. Ça a l'air hyper abstrait. Oui. En fait, vraiment, c'est utiliser votre réseau. Alors, au début, quand on commence, on se dit, j'ai pas de réseau professionnel. Oui, mais votre réseau, ça va être aussi votre réseau d'amis, ça va être votre famille, ça va être les amis de vos parents ou de votre famille. Et vous savez, renseignez-vous aussi et vous allez forcément trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous ouvrir des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Et à mesure que vous allez faire des études, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui connaissent d'autres personnes aussi. Et c'est ces personnes-là aussi qui vont vous créer des opportunités pour faire ce qui, au final, va vous plaire dans votre métier. Donc vraiment, soignez votre réseau et entretenez-le le plus tôt possible et vraiment créer du lien. C'est ça qui va vous apporter des choses aussi. Et pour rebondir sur ce que dit Mathilde, qui est très juste, de mon côté, par exemple, j'avais pas du tout conscience de toutes les formations qui existaient pour travailler dans les métiers du livre. Et c'était en papotant avec le libraire de l'espace culturel Leclerc d'Oloron, donc en 2006-2007, qui m'avait dit, mais tu sais qu'il existe telles études à Bordeaux ou à Paris, etc. Et c'est juste une conversation comme ça entre deux achats de manga qui ont fait que derrière, j'ai eu connaissance de ça. Donc voilà. Osez parler, osez demander, n'ayez pas peur de vous prendre des portes et allez-y, quoi. Et sur ces bons mots, on va terminer cette conférence. Vous pouvez les applaudir. Si je devais résumer, pour travailler dans une maison d'édition de manga, il faut oser se prendre des portes, se planter, se relever et continuer à créer du lien, si je résume rapidement. Et lire des mangas, évidemment. Être passionné par les mangas. Mais bon, ça, j'avoue que je l'ai mis un peu en dessous. Merci encore. Merci à Twitch. On va se quitter. On se voit, je ne sais pas quand, Augustin, sur Twitch. Tu les vois quand, toi? Tu les vois bientôt? Tu les vois quand sur Twitch? Bientôt, voilà. Sur Twitch, bientôt. Et puis, il y aura bien un autre Kuro Fan Tour aussi. À Strasbourg le 14 juin. Voilà, à Strasbourg, à Strasbourg le 14 juin, donc on se reverra à ce moment-là. Et peut-être qu'entre-temps, Augustin fera des lives sur Twitch. Donc on se dit à bientôt. Au revoir Twitch.